c'est au moins deux facteurs. Le premier, comme on l'a dit, il y a le déficit de formation aussi. Parce que très souvent, les situations de crise conflictuelle se produisent au premier contact, au premier niveau. Le premier niveau, très souvent, c'est le personnel d'appui qui reçoit. Et s'il n'est pas bien formé déjà au relationnel, donc forcément qu'il y a des frustrations qui se produisent là-bas. Donc il y a ce déficit de formation que nous devons fondamentalement combler en formant très souvent et en amenant les gens à comprendre que dans la santé, l'accueil est fondamental. Et il y a un autre aspect qui n'est pas non négligeable, les conditions. On ne peut pas demander à quelqu'un d'accueillir un blessé quand il n'y a pas de brancard. Bon, est-ce qu'il va le transporter dans ses mains ou comment il fait? Il y a tout ça. Donc c'est les deux qui vont de pair. Donc, il y a à la fois le déficit de formation et il y a aussi les conditions de travail. Et on doit pouvoir régler cela en même temps. Mais pour ce qui nous concerne, nous, je l'ai dit dans mon exposé, que le levier dont nous disposons, c'est la sensibilisation et la communication entre nous et avec nos pairs. Mais pour ce qui est des conditions de travail, le SYNFOD, vous le savez, depuis qu'il existe, en a fait son cheval de bataille. Et nous n'avons de cesse de répéter qu'il faut qu'on améliore ces conditions de travail qui sont utiles à l'accomplissement de nos actes de soins. Donc, pour ceux qui ont la verge, je vous réponds en disant ces deux éléments s'entrelacent, sont responsables de ça. Je voulais juste ajouter, au-delà de ces deux facteurs qui viennent de décrire, il y a d'autres facteurs qui sont plus profonds. Le mauvais accueil, ce n'est pas seulement l'hôpital, dans un bureau administratif, même dans le cadre familial. Lorsque vous arrivez chez quelqu'un, le premier contact est important. S'il ne vous reçoit pas bien, la visite va mal se dérouler certainement. Donc, en fait, accueillir bien, ça remonte très loin. Ça doit faire partie des fondamentaux. Se respecter et respecter celui qu'on a en face de soi. Donc, c'est tout à fait un aspect général aujourd'hui. C'est pas seulement... c'est encore un peu mieux dans le secteur informel ou dans le secteur privé, mais au niveau public, c'est vraiment criard. Donc, une des causes aussi remonte dans les familles. Donc, quoi qu'on dise, ça reste un problème assez délicat quand même. Un problème qui a ses racines assez lointaines. Nous allons mettre à disposition, avec l'appui des partenaires techniques et financiers et des autorités, un numéro vert pour que les gens puissent dénoncer, d'accord, ces faits-là dans nos structures de soins. Et ils peuvent même aller jusqu'à nommer les agents de santé qui ont véreux, excusez-moi l'expression, qui auraient, parce que n'oublions pas aussi cela, le fait qu'on puisse dire que quelqu'un aurait fait quelque chose, peut-être qu'il n'a pas fait, donc il faut vérifier l'information. Nous, au niveau de la santé, nous faisons un peu la psychologie, donc nous pouvons savoir la typologie de personnes à qui on a affaire. Il y a des gens qui viennent et qui sont belliqueux de nature. Pour peu, on vous taxe de tous les noms d'oiseaux. On subit cela constamment. Vous êtes à la gare, des gens arrivent et ils vous demandent de leur faire les premiers soins. Et quand vous leur dites, mais la structure ne prévoit pas de guide de premiers soins, ils ne comprennent pas ça. Pour eux, non, vous devez les soigner et non pas débourser un franc. Quand vous leur dites non, voici l'ordonnance pour aller prendre les médicaments pour que vous reveniez pour être soigné, ils ne comprennent pas ça, ça devient du tohu-bohu. Il faut avoir une maîtrise de soi pour ne pas répondre aux invectives et aux insultes qu'on vous donne. Malheureusement, on n'est pas tous faits de la même manière. Il y a des gens qui n'arrivent pas à résister quand on les insulte de tous les noms. Prenez un homme, une femme de garde pendant 24 heures qui reçoit quelqu'un à 5 heures du matin. Déjà, il est seul à la gare. Et la personne arrive, on lui donne l'ordonnance, elle vous dit non, qu'elle n'a pas acheté le médicament, que c'est à vous de trouver le médicament. Vous lui expliquez que ce n'est pas possible. On vous insulte, on vous tient pas à l'école. On vit ça.
et certains n'arrivent pas à tenir longtemps. Donc du coup, ça explose. Nous le disons parce qu'il y a aussi des préalables à ça. Et le Saint-Fond a dit clairement, nous voulons aider à faire mieux, mais chacun doit faire sa part. Aussi bien les usagers, nous qui sommes acteurs, et les autres qui ont la destinée de l'équipement et de l'organisation structurelle de nos structures de soins. Le mauvais n'a pas été crié par tout le monde. Qui parmi vous ici n'a pas été victime de ça? Qui parmi vous ici? Parmi vous les hommes de médias. Déjà, je commence déjà là-bas avant d'arriver à cette table. Au moins une fois en passant, vous avez eu un parent, un proche qui a été malade et en situation de stress, on vous a appelé. Le premier contact avec l'agent de santé s'est mal passé. Déjà, c'est le désagrément qu'on a. C'est le premier désagrément. Tout est mal parti. Et à partir de ça, les choses vont s'enchaîner. Du fait que l'accueil n'a pas été bon, la conversation ne sera pas sincère. Or, recueillir les vraies informations du malade est une étape essentielle dans le diagnostic. Pour que le malade soit disposé à vous donner les vraies informations, il faut qu'il soit en confiance. Il faut qu'il sache que celui à qui il s'adresse, il peut faire quelque chose pour lui. Vous ne donnez pas les vraies informations, il y a de fortes chances que le diagnostic ne soit pas exact. Diagnostic inexact égale mauvais traitement. Le résultat au bout n'est pas ce qu'on attend. Au final, on est déçu. Et si c'est une maladie grave, vous pouvez perdre votre vie. Donc on ne peut pas dire plus que ça. C'est en fait ça. C'est aussi caricatural, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment l'expérience qui est vécue. Maintenant, concernant l'étude qui a été faite dans les plateaux, non, l'étude, je n'ai pas les chiffres en tête, mais l'étude a clairement révélé que le fait que l'accueil n'est pas bon, la fréquentation dans les hôpitaux, dans les formations sanitaires publiques a baissé. La fréquentation ayant baissé, les recettes prennent un coup. C'est aussi simple que ça. C'est les deux grandes constatations qui ont été révélées par cette étude. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a des éléments sur lesquels l'étude s'est basée et à la suite desquels même des recommandations ont été faites, notamment une sensibilisation des agents de santé, surtout ceux qui sont en première ligne dans la chaîne de soins. Voilà un peu ce que je voulais... Moi, si vous voulez, c'est pour faire un peu le lien entre ce que nous disait le premier responsable sanitaire du pays il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous ferez sur l'hôpital CHU, c'est la souligne que les lits sont occupés uniquement aujourd'hui à 50%. Est-ce qu'il y a un lien entre l'accueil et cette situation que vous vivez aujourd'hui dans ce centre hospitalier? Non, on ne peut pas dire forcément que c'est le mauvais accueil qui est totalement responsable de ça. Il y a d'autres paramètres aussi. Quand la structure est incapable de fournir toutes les gammes de soins aux usagers, c'est normal que la fréquentation diminue. Est-ce qu'on se comprend? Il y a ça aussi comme paramètre. Il faut que la structure soit capable de fournir toutes les gammes de soins possibles. Mais ce que nous voulons dire, c'est que l'accueil quand même est un élément important. C'est ce qui nous concerne, nous. Je peux vous dire que par rapport à la baisse de fréquentation des structures de soins au Togo, il n'y a pas que l'accueil. Comme l'a dit le docteur, voilà, l'accueil est un paramètre, est un élément qui intervient dans cela. Mais on s'est aussi rendu compte que les situations conflictuelles qui prévalent entre les usagers et les soignants déterminent aussi la fréquentation. Parce que les gens se disent, on ne viendra pas chez vous parce que vous m'insultez. Bon, tout le monde sait que Madame Adjaman, sage-femme de son état, ici tout le monde sait tout ce que les bonnes dames disent de nos bonnes sages-femmes. Qu'elles accueillent pas bien, qu'elles tapent les femmes parturiantes et en travail et tout ça. Ouais, c'est des situations peut-être déplorables, mais je peux vous dire, ayant été interne du docteur Walla dans ce service de gynéco, qu'il y a de ces dames-là, quand elles doivent accoucher, c'est compliqué. Elles ne veulent même pas pousser. Bon, je ne t'interromps pas, je vais juste donner un exemple. Lorsque vous avez la tête du bébé qui s'engage, la femme ne doit pas serrer ses cuisses. Quand cette étape arrive, excusez-moi, on ne regarde pas la femme. On veut extraire l'enfant vivant. Il faut qu'on comprenne ça.
C'est vrai, la femme accouche, elle a très mal. Nous sommes dans un pays où on ne peut pas faire mieux que ça dans certaines circonstances. On a l'impératif de donner la vie à cet enfant-là. On va l'extraire. Advienne qu'on pourra, on va l'extraire pour lui donner la vie. Ça, c'est juste un exemple. Ça ne justifie pas du tout le mauvais comportement de l'agent de santé. Ça, c'est juste. Je voulais juste ouvrir cette parenthèse-là pour dire que les situations, pour les apprécier au cas par cas. Il ne faut pas toujours généraliser. Je ne sais pas si tu voulais... Ce n'est pas la parenthèse. Tu gardes la parenthèse ouverte et je continue. La parenthèse elle est ouverte et je continue. Et j'ai vécu ce fait-là qui m'a marqué. La jeune dame ne voulait pas en fait pousser. L'enfant était déjà engagé, elle ne voulait plus pousser, elle ne voulait plus. D'accord, on a dû monter sur elle, excusez-moi l'expression, pour pouvoir pousser au niveau du pôle d'accord, supérieur, pour faire descendre l'enfant. Elle ne voulait plus pousser. Les dames ont de la gifler. On l'a tapée pour qu'elle crie, parce qu'une fois qu'elle a commencé à pleurer, crier, donc elle peut pousser. Cette jeune dame après a raconté partout qu'elle était victime de mauvais traitements. J'étais témoin, je lui ai dit, mais vous n'avez même pas honte de dire la vérité aux gens de ce que vous avez voulu faire quand vous étiez en train d'accoucher. Il y a de ces faits comme ça qui se produisent. À la décharge, ce n'est pas pour dire que tous les faits sont les mêmes. Je reconnais qu'il y a des moments où nous avons quelques écarts de comportement. Mais il y a aussi de ces faits, les gens n'ont d'autre choix que. Parce qu'en fait, avant d'aller à l'accouchement, il y a des révisions qui se font dans les pays où la santé est vraiment ce qu'elle est. On vous apprend à accoucher. Il y a des séances où on vous apprend à accoucher. Et vous y allez, nos dames sont à la maison. Les CPN, même elles ne le font pas. Elles débarquent pour accoucher. Elles ne savent même pas comment on pousse. Elles ne savent rien. Et il faut leur apprendre ça, séance tenante, alors qu'elle est en travail. Et vous avez peut-être 10 femmes qui aussi crient là-bas. Vous êtes seuls. Et des fois des élèves sages-femmes qui sont là. C'est pas aussi évident que ça. Mais nous, on se dit, c'est pas grave. Peu importe, ni de tout cela, nous allons faire le travail de fond. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on prend contre nous aujourd'hui? On n'accueille pas bien. Tout le monde dit, ah oui, c'est des mouroirs, il n'y a pas d'accueil et tout. D'accord, nous allons corriger cela. Améliorons l'accueil et voyons si les choses vont suivre ou pas. C'est simple que ça. Juste un dernier détail. Notre grand centre, qui est le centre de référence, c'est vrai, les lits sont occupés à moitié. Le mauvais accueil peut être, je dis bien, il peut être un des facteurs qui explique cela. Mais, je suis désolé de le dire, lorsqu'on apprécie les taux d'occupation de lits d'une formation sanitaire, c'est d'abord la qualité de l'hôtellerie. C'est le premier paramètre. Comment les lits sont disposés, comment les salles sont, quelle est la propriété. C'est-à-dire, quel confort vous avez lorsqu'on vous hospitalise là. C'est le premier critère. Je ne suis pas certain que nous avons la convergence de ces bons critères à notre faveur dans le centre de référence. C'est aussi un des facteurs qui peut expliquer le fait que nos lits sont déshabités en moitié. Donc, dire que le mauvais accueil est la cause de la sous-occupation de nos lits à tout point, je ne ferai pas cette affirmation.